2 ans plus tard, en 2002, le pays est déchiré par une rébellion particulièrement violente préparée par Paris et le Burkina Faso. Suivront alors des appels incessants avec un flot de justifications douteuses à des interventions humanitaires. La coalition franco-américaine n'attendait pas mieux, la stratégie de l'occupation militaire est en passe de fonctionner avec Paris au devant. Et je pense qu'on va le voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, que finalement ça va sans doute être moins la France qui va peser sur le destin de la Côte d'Ivoire que les Américains. Parce que la CEDEAO, c'est beaucoup plus la logistique américaine si un jour il y a une action qui se met en place, plutôt que celle de la France. Je pense que le monde change, que c'est la mondialisation. Je pense qu'à terme, sur l'ensemble du continent, on vit toujours de symboles qui est maintenant dans la plupart des pays africains, des grandes ambassades sont des ambassades américaines. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Si on analyse les choses, on voit que le président de la CEDEAO actuellement, il se trouve que c'est le président du Nigeria, Jonathan Goodluck. On voit que ce Jonathan Goodluck est un président intérimaire qui lui-même va se présenter, je crois que c'est en avril-mai 2011, à la présidence du Nigeria. Donc il a besoin aussi de montrer qu'il est un homme fort. Les Américains tiennent des propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire comme ils n'en ont jamais tenu, en disant maintenant c'est fini les mauvaises élections en Afrique et tout. Ils sont extrêmement vindicatifs et ils poussent la CEDEAO. Donc on ne peut pas exclure l'option militaire en Côte d'Ivoire, aussi dramatique qu'elle peut paraître. Je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'on voit bien que ça peut faire basculer ce pays dans la guerre civile. La constante des Européens en Afrique, c'est qu'ils ne se font pas confiance. La France définit, entre les belligérants, les rebelles et l'armée régulière, une zone de non-franchissement après avoir rejeté la demande de Gbagbo d'appliquer les accords de défense. Sur recommandation de Paris, l'ONU décrétera l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire et décidera de l'envoi de casques bleus. Là aussi, l'occupation militaire se renforce selon une stratégie bien connue de la coalition franco-américaine. L'escalade de la présence américano-française est fréquemment justifiée par la nécessité de combattre le terrorisme, mais aussi et surtout de contrer une instabilité croissante dans la région pétrolière de l'Afrique subsaharienne, à des fins qui, aujourd'hui, paraissent bien évidentes. L'exploitation du pétrole dans le golfe de Guinée. Depuis 2003, le Soudan a été ravagé par une guerre civile et un conflit interethnique amplifié de l'extérieur de la région du Darfour au sud-ouest, là où se trouve une grande partie du pétrole soudanais. Des tentatives de coup d'État ont eu lieu dans les nouveaux pétro-États de Sao Tomé et Principe en 2003 et en Guinée équatoriale en 2004. Le Tchad, dirigé par un régime protégé par un appareil de sécurité et de renseignement appuyé par les États-Unis, a aussi vécu une tentative de coup d'État dans la même année. Un autre coup d'État est réussi et a eu lieu 1 an plus tard, en 2005 en Mauritanie, contre l'homme fort soutenu par les USA, Mawiya Ould Taya. En Angola, la guerre civile a duré 3 décennies, provoquée et alimentée par les USA qui ont organisé la rébellion dirigée par l'UNITA de Jonas Maleiro Savimbi jusqu'au cessez-le-feu qui a suivi sa mort en 2002. Au Nigeria, pays producteur de pétrole, l'apparition d'une insurrection armée dans le delta du Niger et le conflit potentiel entre le nord musulman et le sud non musulman sont des sources d'inquiétude pour les États-Unis qui projettent évidemment d'y mettre de l'ordre par des détachements militaires au nom d'une intervention humanitaire US en Afrique. L'éloquent rapport du Conseil pour les relations étrangères, More Than Humanitarism, insiste sur le fait que les USA et leurs alliés doivent être prêts à prendre des mesures appropriées pour agir au Darfour, y compris des sanctions et, si nécessaire, une intervention militaire si le Conseil de sécurité est bloqué pour le faire. Parallèlement, l'idée que les militaires US pourraient être amenés avant longtemps à intervenir au Nigeria a été fortement agitée parmi les sommités et dans les cercles d'experts. Le correspondant de l'Atlantique, Geoffrey Taylor, écrivait en avril 2006 que le Nigeria était devenu le plus grand État faillite sur Terre et qu'une poursuite de la déstabilisation de cet État ou son passage sous la coupe des forces islamistes radicales mettrait en danger
les importantes réserves pétrolières que l'Amérique a juré de protéger. Si ce jour devait arriver, cela donnerait le signal d'une intervention militaire bien plus massive que la campagne d'Irak. En Côte d'Ivoire, la période post-électorale se déroule comme si les belligérants avaient la consigne de faire en sorte d'offrir un triste décor, fait de corps calcinés, mutilés, de déplacés massifs de guerre, d'incendies dans le but inavoué de justifier une intervention militaire américano-française au nom de l'humanitaire. Par exemple ici, Télé Côte d'Ivoire, TCI, une télévision offerte par Paris à Alassane Ouattara, appelle au soulèvement populaire. On donne même dans une théâtralisation de mauvais goût qui consiste à faire filmer, par la presse française, des personnes données pour mortes à la suite d'affrontements avec les forces de défense et de sécurité et qui se relèvent une fois le scénario terminé. Des manifestants prétendument aux mains nues décochent roquettes et balles réelles contre les forces de défense et de sécurité et aussi des civils soupçonnés de soutenir Gbagbo. Le bilan est lourd. Une quarantaine de policiers et de militaires tués, des civils égorgés à Abobo et Koumassi, quartier pro-Ouattara, par un commando dit invisible que revendiquera, selon la presse internationale, Ibrahim Koulibaly, dit IB, militaire en rupture de banc avec l'armée régulière et membre de la rébellion. Le camp Ouattara dénonce lui aussi des tueries massives contre ses militants. Des patriotes pro-Gbagbo détruisent une mosquée et des biens appartenant à des militants du RHDP, la plateforme politique composée des partis de l'opposition. L'armée régulière peine à éteindre le feu, confrontée à un commando invisible dissous dans la population, à Abobo et Koumassi, et surtout gênée par les forces licornes et onusiennes qui ne cachent plus leur soutien à Ouattara, retranché à l'hôtel du Golfe, au milieu de combattants de la rébellion des forces nouvelles. Ici, des photographies aériennes et satellitaires quotidiennes réalisées par la Licorne et l'ONUCI sur les mouvements des forces de défense et de sécurité sont remises à la rébellion, selon une source des forces françaises à Abidjan qui a requis l'anonymat. Les patrouilles onusiennes, injustifiées autour de points stratégiques tels que la télévision nationale, la centrale électrique d'Azito ou la présidence de la République, en rajoutent à un climat délétère et de suspicion généralisée. Alassane Ouattara évoque même un génocide en préparation contre les musulmans du nord de la Côte d'Ivoire et ses militants et appelle à une intervention militaire internationale. Le génocide a été un terme choisi et Washington en a été le chef d'orchestre. Curieusement, alors que tous les observateurs reconnaissent que le Darfour a connu de grands déplacements de population, une grande misère humaine et des dizaines de milliers de décès lors des dernières années, seul Washington et les ONG qui lui sont proches utilisaient le terme accusateur de génocide pour décrire le Darfour. S'ils peuvent obtenir un appui populaire à l'accusation de génocide, cela ouvre la possibilité d'une intervention énergique pour un changement de régime par l'OTAN et, de fait, par Washington dans les affaires intérieures du Soudan. Le terme génocide est employé avec le soutien d'Hollywood au grand complet, par l'intermédiaire de vedettes populaires comme George Clooney, pour orchestrer la cause d'une occupation militaire de facto de la région. Jusqu'ici, le gouvernement du Soudan a énergiquement refusé. Washington continue à insister sur le fait que le génocide est en cours au Darfour depuis 2003, malgré le fait qu'une mission de l'ONU composée de 5 hommes et menée par le juge italien Antonio Cassese a rapporté en 2004 qu'il n'y avait pas eu de génocide au Darfour, mais plutôt des abus graves concernant les droits de l'homme. Washington réclamera quand même des poursuites en justice pour crimes de guerre. En Côte d'Ivoire, pays essentiel pour la conquête du golfe de Guinée, tout semble avoir été minutieusement préparé pour aboutir à la situation de grande tension actuelle. D'abord à Paris, Nicolas Sarkozy met en place un comité chargé de la crise ivoirienne avec au centre les ministres Alliot-Marie et Christine Lagarde, chargés de lui rendre régulièrement et directement compte. Première surprise pour le président français, les rapports d'André Parent, conseiller Afrique de l'Élysée, et du conseiller diplomatique Jean-David Levitte montrent clairement que Laurent Gbagbo a fait toute sa part dans le complexe processus de paix ivoirien et que seul le désarmement des rebelles reste l'obstacle à la sortie de crise. Le rapport s'empressera de préciser qu'en cas de non-désarmement, tout reste favorable à Ouattara, du fait notamment d'une liste électorale truffée d'étrangers venus des pays voisins, le Burkina, le Mali et la Guinée, exactement comme cela avait été demandé à la SAGEM, la structure française chargée de son élaboration.
Comment alors amener Gbagbo à aller aux élections sans le désarmement des rebelles et à la fois éviter la contestation des résultats par Bédier? Pour résoudre cette équation aux paramètres multiples, le président français optera pour la pression psychologique sur Laurent Gbagbo et, plus tard, pour la stratégie de l'amadouement. Le chef de l'État ivoirien est alors dépeint comme le seul obstacle à l'élection présidentielle. Sarkozy ne ratera plus la moindre occasion de fustiger le manque de volonté de ce dernier. Les médias français dénonceront son refus d'aller aux élections. Paris exigera une date définitive des élections. Au Quai d'Orsay, Stéphane Gompertz et Laurent Bigot, tous chargés de la crise ivoirienne, proposent de faire miroiter à Gbagbo une victoire inéluctable à l'élection présidentielle afin de l'inciter à aller à des élections sans le désarmement. Dans la foulée, Total décroche un permis d'exploitation pétrolière dans le pays. Des missions de bons offices se multiplient à Abidjan. Claude Guéant s'y rend. La France dit ne soutenir aucun candidat. Mais Paris ne s'encombre plus de fioritures diplomatiques et affirme d'avance Laurent Gbagbo devrait normalement gagner l'élection. Le tout appuyé par des sondages trompeurs. Il faut absolument, au sortir de la présidentielle, mijote Paris, casser du Gbagbo, un homme pas très digne de confiance selon l'Occident, bien sûr, au sens france-africain du terme. Ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, on pourrait dire que c'est peut-être l'incroyable désinformation sur l'Afrique que j'ai découvert au fil du temps. C'est la façon dont en Occident, et particulièrement à l'endroit où je suis, c'est-à-dire la France, la façon de regarder l'Afrique, qui est une façon, on regarde l'Afrique par le petit bout de la lorgnette, c'est aussi au fond, on s'intéresse à l'Afrique, et encore pas toujours quand il y a des centaines de milliers de morts, mais c'est une connaissance qui reste encore marquée d'exotisme, marquée souvent de racisme inconscient. Donc, au fond, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, qui sera peut-être le dernier, c'est essayer d'avoir une vision plus complexe de l'Afrique, une vision qui n'est pas une vision morale, parce que je pense que la morale n'est pas une bonne grille de lecture, parce que, ce que je disais tout à l'heure, la vision morale, au fond, c'est une tentative inconsciente de reprendre la main, hein, c'est-à-dire de se repositionner comme au temps des colonies, hein, c'est-à-dire où c'est encore de Paris où on décide ce qu'il y a de bien et n'est pas bien, ce qui est légitime, ce qui n'est pas légitime. Et donc, et je suis sûr que les gens qui font ça n'en ont probablement, la plupart en ont pas conscience, mais c'est un néocolonialisme. L'introduction ou la vision morale est au fond une forme de colonialisme, voire de néocolonialisme. Parallèlement, du côté de l'hôtel Sebroco à Abidjan, sur instruction spéciale de Nicolas Sarkozy, le Coréen Choi est sommé de restructurer ses services. Mamadi Touré, le Chief of Staff, son adjoint, est poussé à la démission et avec lui, des fonctionnaires de l'ONUCI qui ont osé dénoncer la partialité du représentant du secrétaire général de l'ONU dans la crise ivoirienne. Simon Ounzou, le chef de la section des droits de l'homme, tout comme Dieng Ousmane, le chargé de la protection des enfants, poussé plus tard à quitter la Côte d'Ivoire, n'échapperont pas à la colère du patron de la mission onusienne à Abidjan, après un rapport qui fait état du non-respect des droits de l'homme et d'exactions commises contre des enfants au nord sous contrôle de la rébellion. Choi fermera même le bureau des droits de l'homme au nord du pays. À la primature, Guillaume Soro ne peut justifier les raisons du contrat faramineux passé avec Sidi Kanyassi, le patron de la SAGEM, moins encore les coûts d'une élection ivoirienne qui s'élève à $68 par tête d'électeur contre 15 aux États-Unis et $2,50 au Ghana. Interpellé par Choi, le Premier ministre refuse de s'expliquer, évoquant sans plus la raison d'État. Tout comme Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, ne peut dire ce qu'il a fait du budget destiné au matériel et au traitement technique des résultats de la présidentielle ivoirienne. Ban Ki-moon contraint Choi à se taire. L'ONUCI est à bout de souffle
Elle n'a ni la liquidité suffisante, ni la technicité nécessaire pour conduire correctement l'opération électorale. L'ONU, elle non plus, ne peut rattraper les choses, dénonçant déjà une mission qui lui coûte 500 millions